Alors que les élèves fuyaient, les yeux d'Ina brillaient de fureur. Tout son corps tremblait alors que sa forme de sirène scintillait dans la lumière déclinante. Un coup de tonnerre soudain secoua le ciel à l'extérieur, et les murs même du lycée mixte de Jobel commencèrent à se fissurer. Le portail de l'école se ferma tout seul, empêchant quiconque, enseignant ou élève, de quitter les lieux. La voix d'Ina retentit, forte et remplie de colère. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, Tina. » La peur envahit Tina alors qu'elle fixait la forme transformée en sirène d'Ina. Tremblante, elle tomba à genoux, suppliant, « Lina, s'il te plaît, je ne le voulais pas. Je suis tellement désolée. » Les yeux d'Ina brillaient de colère, sa voix était tranchante. « Tais-toi. Il est trop tard pour ça. » Elle avançait, sa queue glissant sur le sol détrempé d'eau. « Tu m'as tourmentée pendant des années, Tina. » L'intimidation, la douleur, la solitude, c'était insupportable. Mais m'exposer ainsi? C'est impardonnable. Tina pleurait de plus belle. « S'il te plaît, ne me fais pas de mal. Je ferai tout ce que tu voudras. » L'expression d'Ina s'assombrit. « Personne ne peut te sauver maintenant. Tu vas payer. » Désespérée, Tina hurla, « Maman! Papa! » Mais aucune aide ne vint. Lina leva sa main lumineuse et la posa sur la tête de Tina. « Tu vas souffrir pour chaque larme que tu m'as fait verser. » Un éclat de lumière brillant envahit la pièce, et en un instant, les deux filles disparurent. Le silence s'installa, ne laissant derrière que de l'eau ondulante et une tempête rugissant dehors. Le chaos éclata au lycée mixte de Jobel alors que les élèves fuyaient par les portes désormais ouvertes, beaucoup ne sachant même pas pourquoi ils couraient. Ils suivaient la panique générale, inconscients de la véritable cause, la transformation choquante d'Lina en sirène. La forte pluie ne faisait qu'ajouter à la confusion, trempant tout le monde alors qu'ils tentaient de s'échapper. Les enseignants, tout aussi perturbés, tentaient de calmer les élèves en fuite, mais leurs efforts étaient vains. Monsieur Adam, le principal de l'école, était incrédule alors que Madame Adambi, la conseillère scolaire, lui expliquait ce qui s'était passé. « Une sirène ? C'est ridicule, murmura-t-il en secouant la tête. Pourtant, la peur qui se répandait dans l'école racontait une toute autre histoire. Quelques heures plus tard, alors que la pluie s'apaisait, la situation s'aggrava avec l'arrivée d'une nuée de journalistes sur le terrain de l'école. Des micros et des caméras étaient tendus vers le personnel, exigeant des réponses. « Principal Adam, est-il vrai qu'une élève s'est transformée en sirène ?» demanda sèchement un reporter, avançant vers lui. Monsieur Adam, tentant de maintenir son autorité, répondit fermement, « Il n'y a aucune sirène dans cette école. Ce qui s'est probablement passé, c'est qu'une élève portait un déguisement dans le cadre d'une blague. Mais nous avons parlé à plusieurs élèves qui jurent avoir vu la transformation, » rétorqua un autre reporter, visiblement sceptique. Monsieur Adam prit une profonde inspiration, conscient qu'il perdait le contrôle du récit. L'imagination des enfants peut s'emballer. C'était clairement un malentendu. Je vous exhorte fortement à ne pas diffuser de fausses informations. Les journalistes insistèrent davantage. Où est Lina maintenant? Si ce n'était qu'une blague, pourquoi elle ou sa famille n'ont-ils pas pris la parole? Monsieur Adam se tortillait, mal à l'aise. Je suis certain qu'elle est chez elle avec ses parents, évitant l'attention des médias. Un journaliste n'était pas convaincu. Mais vous n'avez pas parlé directement à ses parents, n'est-ce pas? Le principal hésita. Pas encore, mais je suis en contact avec eux. Tout va bien. Alors que les questions continuaient, le principal s'énerva. C'est un malentendu. Les sirènes n'existent pas, et aucun événement surnaturel ne s'est produit ici aujourd'hui. Malgré ces mots fermes, la frénésie médiatique s'intensifia. Cet après-midi-là, John quitta son lieu de travail plus tôt que d'habitude. Sa femme, Marie, souffrait d'une vilaine crise de paludisme et se reposait à la maison. Il venait de lui servir un bol chaud de soupe au poivre,
espérant que cela soulagerait ses symptômes, quand il décida d'allumer la télévision. Alors que le journal télévisé remplissait la pièce, son cœur se serra. Un présentateur annonça à l'écran, « Dernière minute, une élève se transforme en sirène au lycée mixte de Jobel. » Marie, qui était allongée sur le canapé, se redressa immédiatement. Son visage, pâle à cause de la maladie, se tordit sous le choc et la peur. « Lina !» murmura-t-elle, sa voix tremblante. Les larmes lui montèrent aux yeux, ses mains tremblaient alors qu'elle s'agrippait au tissu de ses vêtements. « Ça doit être Lina. Notre fille ?» L'esprit de John s'emballa, et il pouvait à peine entendre le reste des nouvelles à cause des battements sourds dans sa poitrine. Sans réfléchir, il saisit ses clés de voiture. « Nous devons partir. Maintenant. » Oubliant complètement sa maladie, Marie enfila rapidement une veste et suivit son mari jusqu'à la voiture. Son cœur battait la chamade, et des larmes coulaient sur son visage. Et si quelque chose de terrible lui était arrivé? Et s'il lui avait fait du mal, sanglota-t-elle, à peine capable de contenir sa peur. Les mains de John tremblaient en tournant le contact, ses yeux brillants de larmes non versées. « Nous la retrouverons, » dit-il, bien que sa propre voix fût épaisse d'incertitude. « Nous devons la retrouver. » Alors qu'il roulait à toute vitesse vers l'école de Lina, Marie chercha son téléphone, essayant d'appeler le principal. C'est alors qu'elle le vit, 6 appels manqués de sa part. « John, le principal nous a déjà appelés 6 fois, » cria-t-elle, sa voix tendue par la panique. « Alors pourquoi ne nous a-t-il pas dit où elle est ?» s'emporta John, sa peur se manifestant en frustration. Ses jointures blanchirent alors qu'il serrait le volant, accélérant à une vitesse dangereuse. « Appelle-le maintenant. » Marie composa rapidement le numéro du principal, mais la ligne était occupée. « Ça ne passe pas, » dit-elle, sa voix montant en hystérie. « Pourquoi ne répond-il pas? » Continue d'essayer, murmura John, son pied appuyant encore plus fort sur l'accélérateur. Ses pensées tourbillonnaient hors de contrôle. Chaque seconde perdue pouvait signifier que leur fille était en plus grand danger. La culpabilité le rongeait, comment avait-il pu permettre que cela arrive? Il avait échoué à protéger son unique enfant. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'école, l'atmosphère était chaotique. Des journalistes envahissaient l'extérieur, et des élèves traînaient encore dans les environs, murmurant nerveusement à propos de ce qui s'était passé. John et Marie se précipitèrent dans le bureau du principal, leur cœur battant à l'unisson. « Où est Lina ?» exigea Marie, des larmes coulant sur ses joues. « Où est notre fille ?» Le principal Adam, visiblement tout aussi bouleversé, se leva de son bureau. « Je supposais que Lina était déjà rentrée chez elle. J'ai essayé de vous appeler. » Chez elle, interrompit John, sa voix dangereusement basse. Nous sommes ici parce qu'elle n'est pas chez elle. Comment avez-vous pu laisser cela arriver? Ma fille était sous votre responsabilité. Le visage du principal pâlit. S'il vous plaît, monsieur John, je fais tout ce que je peux. Nous allons la retrouver. La retrouver? La voix de Marie se brisa, débordant d'émotion. Elle est là dehors, seule, exposée. Et vous me dites que vous ne savez même pas où elle est? Avant que le principal ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement à nouveau. Les parents de Tina entrèrent en trombe, leur visage déformé par la colère. « Où est Tina ?» cria son père, sa voix tonitruante remplissant la pièce. « Nous ne la trouvons nulle part. Vous étiez censé être responsable de ces enfants. » Les yeux du principal allaient et venaient entre les deux couples de parents, son sang-froid s'effondrant. Je pensais que Tina était partie avec les autres. Eh bien, elle ne l'a pas fait, rétorqua la mère de Tina, ses yeux lançant des éclairs de colère. Lorsque le principal mentionna que Tina et Lina étaient les 2 élèves portés disparus, la mère de Tina se tourna soudainement vers John et Marie, son doigt pointé accusateur. « C'est votre fille. »
On nous a dit que Tina était dans la classe avec cette fille sorcière qui est la vôtre. Et maintenant, elles ont toutes les deux disparu. Marie recula, abasourdie par l'accusation. Comment avez-vous osé appeler ma fille comme ça? Vous m'avez bien entendu, grogna la mère de Tina, s'avançant d'un pas, votre fille s'est transformée en sirène. On nous a dit que Tina lui a jeté de l'eau dessus, et elle, sa voix se brisa, tremblant de colère et de peur, elle s'est transformée en une sorte de monstre. Les poings de John se serrèrent à ses côtés. Surveillez vos paroles, avertit-il. Comment osez-vous accuser ma fille alors que vous venez de confirmer que votre enfant est une grande brute, qui a versé de l'eau sur ma fille? Le père de Tina s'en mêla, sa voix tranchante. Peu importe ce qu'est votre fille, c'est à cause d'elle que notre Tina a disparu. Où est-elle? Où a-t-elle emmené notre enfant? Emmené votre enfant, rétorqua Marie, sa voix tremblant de colère. Nous avons entendu de certains de leurs camarades que votre fille a tourmenté la mienne pendant des mois. Et maintenant, vous essayez de blâmer Lina pour ça? La tension dans la pièce atteignit un point d'ébullition. Sans prévenir, la mère de Tina fouilla dans son sac à main et en sortit une petite bouteille d'eau. Avec un geste brusque et furieux, elle l'ouvrit et aspergea Marie avec toute l'eau. Voyons si vous êtes aussi un esprit marin, cria la mère de Tina, ses yeux fous d'accusation. Marie, stupéfaite un instant, essuya l'eau de son visage, son expression s'assombrissant. Puis, d'un mouvement rapide et féroce, elle gifla la mère de Tina en plein visage. Le son résonna dans le petit bureau. Est-ce que cela répond à votre question? Telle mère, telle fille. Vous êtes juste une brute comme votre fille stupide, siffla Marie, sa voix dégoulinante de rage. Le chaos éclata. La mère de Tina se jeta sur Marie, et bientôt les deux femmes se battaient, criant et lançant des accusations. Leur mari, tout aussi furieux, se faisait face, criant des insultes alors que le principal tentait frénétiquement de désamorcer la situation. Arrêtez ça, tous autant que vous êtes, cria le principal Adam, se plaçant entre les deux familles. Cela ne sert à rien. Le principal réussit à séparer les deux familles juste au moment où la sécurité de l'école fit éruption, suivi de deux policiers en uniforme. L'un des officiers se tourna vers le principal Adam. Nous avons reçu des signalements de troubles impliquant 2 élèves disparus. Nous allons immédiatement ouvrir une enquête. Le principal hocha la tête, reconnaissant pour cette interruption. Oui, officier. Aidez-nous à retrouver ces filles avant que la situation ne s'aggrave. Alors que la police commençait son enquête à l'école, John attrapa soudainement le bras de Marie et l'entraîna dans un coin tranquille. Ses yeux étaient grands, illuminés par une réalisation soudaine. Marie, chuchota-t-il avec urgence, je pense que je sais où pourrait être Lina. Le cœur de Marie bondit dans sa poitrine. Quoi? Où? Dis-moi. John prit une profonde inspiration, baissant la voix. Tu te souviens de ce que la déesse du fleuve nous a dit quand Lina est née? Elle nous avait prévenu, si sa vraie nature est révélée, elle pourrait chercher refuge dans l'eau. Elle peut vivre à la fois sur terre et dans le fleuve. Marie écarquilla les yeux de choc. La déesse du fleuve. Nous devons lui parler, maintenant. Elle s'agrippa au bras de son mari, sa voix tremblant de panique. Nous devons trouver le gardien du fleuve. Il est le seul qui peut nous aider à la retrouver. Sans un mot de plus, ils se précipitèrent vers leur voiture. Alors qu'ils démarraient en trombe, la panique et le désespoir pesaient lourdement sur eux. La voix de Marie se brisa, « S'il te plaît, Seigneur. Qu'elle soit là, qu'elle soit en sécurité. » John appuya plus fort sur l'accélérateur, son esprit tourbillonnant. Il n'y avait pas de temps à perdre. Pendant ce temps, le monde s'effaça alors qu'Lina et Tina, la brute, disparurent de la salle de classe. Lorsqu'elles réapparurent, elles furent entourées par les bleus apaisants de la mer. Lina halta tandis que son corps s'ajustait à l'eau, sa queue scintillant sous la douce lumière du soleil filtrant à travers l'océan.
Son esprit fut envahi par des souvenirs longtemps enfouis, la vie qu'elle avait autrefois connue en tant que sirène, la maison qu'elle avait été forcée de quitter. Tout me revient, murmura Lina, sa voix remplie d'émerveillement. Son cœur se gonfla d'un sentiment d'appartenance. L'océan, c'était là qu'elle appartenait vraiment. Tous les souvenirs qu'elle avait du fleuve en tant que sirène, avant de devenir humaine, qui avaient été réprimés par son cerveau humain, s'écoulaient maintenant librement, comme les courants de la mer. Alors qu'Lina nageait plus profondément, une silhouette émergea des profondeurs. La déesse du fleuve, sa mère marine, apparut les bras tendus. Son visage rayonnait de fierté et de joie, ses cheveux flottant comme des vagues. « Ma fille, tu es revenue » dit la déesse du fleuve, sa voix résonnant à travers les eaux. « Maman » souffla Lina, son cœur bondissant de reconnaissance. Elle nagea dans les bras de sa mère, ressentant une paix écrasante. Pour la première fois depuis des années. Le poids du monde humain, l'intimidation, la douleur, s'était envolé de ses épaules. La déesse du fleuve la serra contre elle. Je savais que le moment viendrait où tu reviendrais parmi nous, bien que je souhaite que ce soit dans de meilleures circonstances. Le monde d'en haut n'a jamais été fait pour toi, Lina. Bienvenue chez toi, dit la déesse du fleuve. Pendant ce temps, Tina, la brute, toujours sous forme humaine, se débattait désespérément, ses yeux grands ouverts de terreur alors qu'elle regardait les sirènes les entourer. Sa poitrine se soulevait alors qu'elle essayait de comprendre la scène impossible devant elle, de vraies sirènes, leurs queues scintillant d'une beauté iridescente, nageant gracieusement à travers l'eau. Ça ne peut pas être réel, gémit Tina, tremblante. Je ne voulais pas que cela arrive. S'il vous plaît, laissez-moi partir, supplia-t-elle. La déesse du fleuve jeta un regard à Tina, son expression se durcissant. Tu as tourmenté ma fille bien trop longtemps, dit-elle, sa voix ferme. Maintenant, il est temps que tu subisses les conséquences. S'il vous plaît, implora Tina, les larmes en remplissant ses yeux. Je ne savais pas. Silence, ordonna la déesse du fleuve. Elle se tourna vers un triton à proximité, sa silhouette puissante traversant l'eau avec aisance. Emmène-la à la prison. Le triton hocha la tête et nagea rapidement vers Tina, l'attrapant brutalement par le bras. Elle cria, se débattant dans son emprise, mais en vain. Il la traîna vers une grande cage faite de corail et d'algues, posée profondément sur le fond marin. À l'intérieur, des crabes, des pieuvres et diverses autres créatures marines grouillaient, leurs pinces et tentacules se tordant de manière menaçante. Non. Non, s'il vous plaît, cria Tina, la brute, alors que le triton la jetait dans la cage. Les créatures se ruèrent immédiatement sur elle, leur corps gluant rampant sur sa peau. Les cris de Tina résonnaient dans l'eau alors qu'elle sentait le poids des pieuvres collés à elle, leurs tentacules lui enserrant les membres. « Aidez-moi ! Quelqu'un, je vous en supplie, hurla-t-elle, mais ses appels restèrent sans réponse. Lina observa la scène se dérouler, son cœur rempli d'un étrange sentiment de justice. C'était le tourment que Tina lui avait infligé, l'impuissance et la douleur. Maintenant, Tina goûtait à sa propre médecine. La déesse du fleuve flotta à côté de Lina, son regard s'adoucissant. « Que feras-tu pour les autres harceleuses, en particulier leurs meneuses ?» demanda-t-elle. Les yeux de Lina brillèrent de détermination. « Je vais amener Lucie et Demila d'ici bientôt, maman. Elles méritent de rejoindre Tina. Elles feront face aux conséquences de leurs actes. » La déesse du fleuve hocha la tête avec approbation. « Bien. Mais maintenant, célébrons ton retour, mon enfant. Cela fait bien trop longtemps. » Une célébration éclata sous la mer, alors que les sirènes et les tritons se rassemblaient, leurs queues scintillant de couleurs vibrantes. Les créatures marines bourdonnaient de joie, et l'océan semblait chanter tandis que la déesse du fleuve souriait avec fierté, regardant sa fille reprendre sa place parmi eux. Lina nageait avec grâce et liberté, le cœur léger. Elle se sentait entière à nouveau, loin du tourment et des brimades qu'elle avait subis sur terre. Ici,
Elle était en paix. Elle nageait aux côtés d'autres sirènes, leur queue illuminant l'océan d'un éclat synchronisé, créant une splendide mosaïque de couleurs chatoyantes. Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, Lina était libre. Libre de la cruauté du monde d'en haut, libre d'être qui elle était réellement, une fille de la mer. Le lycée mixte de Jobel était étrangement silencieux depuis le jour de l'incident. Les grilles étaient fermées, et le campus autrefois animé semblait désormais abandonné, avec seulement la présence occasionnelle de policiers patrouillant, recueillant des preuves et interrogeant le personnel. Au milieu de toute cette confusion, Lucie et Demilade étaient assises, blotties ensemble dans la maison de Lucie, discutant des événements qui s'étaient déroulés. « Je n'arrive pas à croire que tout cela arrive, » murmura Demilade, sa voix tremblante. « Tina a disparu, et l'école est fermée. Et si Lina venait pour nous aussi ?» Lucie s'adossa, les bras croisés, essayant de maintenir une façade de confiance. « Ne t'inquiète pas. Je ne pense pas que Lina s'occupera de nous. Tina était la vraie cible. » Demilade regarda Lucie, ses yeux grands ouverts de peur. « Mais nous avons toutes participé. Et si elle n'en a pas fini? Et si elle sait que nous sommes responsables aussi? » Lucie secoua la tête, bien qu'un doute fugace passât dans son regard. « Nous avons eu de la chance. Nous avons échappé à tout ça quand ça s'est produit. C'est Tina qui paie le prix. Elle est l'agneau sacrificiel. Fais-moi confiance, la vengeance d'Ina s'arrête avec Tina. » Demilade n'était pas si sûre. La culpabilité de ce qu'elles avaient fait, comment elles avaient tourmenté Lina, la rongeait de l'intérieur. « Je regrette tout, » murmura-t-elle, des larmes remplissant ses yeux. « Je ne voulais pas lui faire autant de mal. » Lucie soupira et tendit la main, posant une main sur l'épaule de Demilade. « Il est trop tard pour les regrets. Ce qui est fait est fait. » Sur ces mots, les deux filles se dirent au revoir. Ce soir-là, Demilade se retourna sans cesse dans son lit, incapable de se débarrasser de cette sensation oppressante qui s'était installée profondément en elle. Lorsqu'elle sombra finalement dans un sommeil agité, la pièce devint anormalement froide. Soudain, elle se réveilla en sursaut, son cœur battant à tout rompre. Dans la lumière tamisée de sa chambre, elle vit quelque chose qui glaça son sang, c'était Lina. Mais ce n'était pas Lina qu'elle connaissait à l'école. Cette Lina se tenait devant elle dans sa forme complète de sirène, sa queue scintillant diffusant une douce lumière dans l'obscurité. Ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle, et sa présence était à la fois magnifique et terrifiante. Demilade poussa un cri, sa voix déchirant le silence de la nuit, mais Lina resta impassible. « Crie autant que tu veux, Demilade, » dit Lina, sa voix froide et calme. « Tes parents ne t'entendront pas. Personne ne le fera. » Les larmes coulèrent sur les joues de Demilade alors qu'elle se recroquevillait sur son lit, se pressant contre la tête de lit. « S'il te plaît. Ne me fais pas de mal. Je ne voulais pas te harceler, je suivais juste Tina. Je ne voulais pas. Épargne-moi tes excuses, » interrompit Lina, son expression dure. Elle nagea gracieusement vers Demilade, sa queue scintillant sous la lumière de la lune. « Tu as choisi de rejoindre Tina. Tu aimais me voir souffrir. Et maintenant, tu vas payer le prix. » Demilade sanglotait, secouant violemment la tête. « Non. Non, je suis désolée. Je ferai tout ce que tu voudras. S'il te plaît, laisse-moi partir. » Lina se pencha en avant, son visage à quelques centimètres de celui de Demilade. « Il est trop tard pour ça. » D'un geste rapide, Lina leva la main et toucha le front de Demilade. La pièce tourna autour d'elle, et en un clin d'œil, elles disparurent. Demilade haleta en se retrouvant immergée dans les eaux froides et sombres de la mer. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle regardait autour d'elle, terrifiée et désorientée. Ses pires craintes s'étaient réalisées, elle était sous la mer, entourée de sirènes, et il n'y avait aucune échappatoire. Elle fut également jetée dans une cage, à son horreur, elle reconnut un visage familier dans une cage voisine, c'était la voix de Tina. « Tina » murmura Demilade, sa voix à peine audible alors que le poids de l'eau pesait sur elle. Tina leva les yeux, son regard vide et défait. Son esprit autrefois vibrant avait été écrasé par le tourment qu'elle avait subi. « Demilade » croassa-t-elle, sa voix rauque à force de pleurer. « Toi aussi, tu es ici. » Le cœur de Demilade s'effondra. « Qu'est-ce qu'ils vont nous faire ?» Tina secoua lentement la tête, son expression sombre. « Il n'y a pas d'issue. Les créatures, elles ne s'arrêtent jamais.
Avant que Demilade ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, elle sentit quelque chose ramper sur sa peau. Elle baissa les yeux avec horreur pour voir des crabes, des pieuvres et d'autres créatures marines commencer à grouiller sur elle, leur corps gluant collant à sa peau, leurs pinces s'enfonçant dans sa chair. Non. Non, s'il vous plaît, hurla Demilade, se débattant alors que les créatures s'accrochaient à elle. La sensation de leur corps froid et mouillé rampant sur elle était insupportable. Tina regardait en silence, ses yeux emplis de désespoir. Ce n'est que le début, dit-elle doucement. Nous ne nous échapperons jamais de ça. Les cris de Demilade remplissaient l'eau alors que les créatures continuaient de la tourmenter, leurs pinces acérées et leurs tentacules s'enroulant autour de ses membres. Elle criait pour demander grâce, mais aucune ne vint. La mer froide et sombre était maintenant sa prison, et le tourment qui l'attendait était sans fin. Le lendemain matin commença comme n'importe quel autre pour la mère de Demilade. Elle frappa à la porte de la chambre de sa fille, s'attendant à entendre son habituel grognement endormi en réponse, mais comme il n'y avait aucune réponse, elle entra dans la chambre pour ne trouver que le lit vide. Son front se plissa de confusion alors qu'elle regardait autour. Demilade? Es-tu dans la salle de bain? Comme il n'y avait toujours pas de réponse, elle commença à s'inquiéter. Après une recherche minutieuse dans la maison qui ne donna rien, elle se précipita vers son mari. Demilade n'est pas dans sa chambre. Je ne la trouve nulle part. Le père de Demilade, qui était en train de lire le journal du matin, écarta cette inquiétude d'un geste. Elle est probablement chez Lucie. Tu sais à quel point elles sont proches. Mais au fil des heures, alors qu'il n'y avait toujours aucun signe de Demilade, l'inquiétude de sa mère se transforma en panique. Ce n'est pas son genre. Elle ne nous a même pas dit qu'elle allait quelque part. Quelque chose ne va pas. Finalement, ils décidèrent de se rendre chez Lucie. Lorsqu'ils frappèrent à la porte, les parents de Lucie les accueillirent avec des sourires chaleureux. Mais dès que la mère de Demilade demanda « Est-ce que Demilade est ici ?», les sourires disparurent. « Non, nous ne l'avons pas vue. »« Elle n'est pas venue », répondit la mère de Lucie, préoccupée. Les parents de Demilade échangèrent des regards nerveux. « Elle a disparu toute la matinée », expliqua son père, sa voix tendue. « Nous pensions qu'elle aurait pu venir ici. » La mère de Lucie secoua la tête. « Non, elle n'est pas venue. Voulez-vous que nous vous aidions à la chercher ? » Les deux familles passèrent les heures suivantes à chercher dans le quartier, mais comme il n'y avait toujours aucun signe de Demilade, ses parents prirent la décision difficile d'appeler la police et le principal de l'école. « J'ai bien peur que cela ne relève pas de la responsabilité de l'école, » dit fermement le principal lorsqu'ils lui expliquèrent la situation. Demilade n'a pas disparu à l'école comme Tina et Lina. Cela relève de la police. Déçus par le manque d'aide du principal, les parents de Demilade rentrèrent chez eux, leur inquiétude se transformant en angoisse. Chez Lucie, la nouvelle de la disparition de Demilade avait profondément marqué Lucie. Son esprit était envahi par la peur et la culpabilité, et avant longtemps, elle éclata en sanglots, pleurant de manière incontrôlable devant ses parents. « Lucie, calme-toi », dit sa mère, essayant de la réconforter. « Nous retrouverons Demilade. Elle ira bien. » Mais Lucie secoua violemment la tête, ses sanglots s'intensifiant. « Non. Vous ne comprenez pas. Elle ne sera pas retrouvée. Je serai la prochaine. Lina va venir pour moi. » Ses parents échangèrent des regards confus. « De quoi parles-tu » demanda son père d'un ton sévère. « Pourquoi Lina viendrait-elle pour toi ?» Lucie enfouit son visage dans ses mains, honteuse et terrifiée. « C'est à cause de nous. Moi, Tina et Demilade, nous avons harcelé Lina tous les jours. Nous avons été si cruels avec elle, et maintenant elle nous punit. » Sa mère poussa un cri, ses yeux s'écarquillant de choc. « Toi ? Une harceleuse ? Comment as-tu pu faire une chose pareille, Lucie ? Nous t'avons mieux élevée que ça. » Le visage de son père, rouge de colère, peinait à garder une voix calme. « Nous t'avons enseigné les voies du Seigneur. Comment as-tu pu devenir une harceleuse ? » « Je suis désolée, » sanglota Lucie. « Je ne voulais pas. C'était l'idée de Tina. J'ai juste suivi. Mais maintenant Demilade a disparu, et je sais que Lina va venir pour moi aussi. » Son père se leva, son expression résolue. « Assez de tout ça. Nous devons t'emmener chez notre pasteur immédiatement. Tu as besoin de délivrance avant que quelque chose d'autre n'arrive. » Sa mère acquiesça, essuyant ses propres larmes. « Oui, nous devons prier pour toi, Lucie. Nous demanderons à Dieu pardon et protection. » En quelques minutes, ils étaient dans la voiture, roulant à toute vitesse vers leur église. Lucie était assise à l'arrière, tremblante de peur, tandis que ses parents priaient à haute voix pour sa sécurité. Alors qu'ils roulaient sur la route tranquille, quelque chose d'étrange commença à se produire. L'air devint froid, et une épaisse brume commença à se former autour d'eux. La mère de Lucie regarda par la fenêtre, confuse. « D'où vient ce brouillard ?
Soudain, hors de la brume, deux magnifiques silhouettes apparurent, des sirènes. Leur queue scintillait à la lumière du jour, leurs longs cheveux flottant autour d'elles comme des vagues. Elles flottaient au-dessus de la route, leur beauté radieuse à la fois fascinante et terrifiante. Le père de Lucie freina brusquement, son cœur battant à tout rompre. Mais qu'est-ce que c'est, au nom de Dieu? La mère de Lucie poussa un cri d'horreur. À l'arrière, Lucie fixait les sirènes en silence, stupéfaite. Son cœur s'arrêta lorsqu'elle comprit ce qui était sur le point d'arriver. Non, non, s'il vous plaît, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Avant que ses parents ne puissent réagir, le corps de Lucie commença à scintiller. En un instant, elle disparut de la banquette arrière, ne laissant qu'un espace vide là où elle se trouvait quelques instants auparavant. Lucie, hurla sa mère, se retournant pour trouver la banquette arrière vide. Où est-elle? Où est ma fille? Les sirènes devant la voiture disparurent aussi soudainement qu'elles étaient apparues, laissant les parents de Lucie sous le choc et l'incrédulité. Lucie a disparu, murmura son père, ses mains tremblant sur le volant. Elle a disparu. Sa mère se tenait la poitrine, son cœur battant la chamade alors qu'elle criait de désespoir. Notre fille a disparu. Lucie, désorientée et terrifiée, se retrouva plongée dans les eaux sombres de la mer. Son cœur s'emballa lorsqu'elle réalisa où elle était, elle avait été emmenée, tout comme Demilade et Tina. La peur s'empara d'elle alors qu'elle regardait autour, sa vision brouillée par l'eau. Au loin, elle les vit, Demilade et Tina, toutes deux emprisonnées dans des cages de corail. Les créatures marines grouillaient autour d'elles, leurs regards remplis de désespoir. Lucie, appela faiblement Demilade, sa voix tendue. Toi aussi, tu es ici. Tina, épuisée et abattue, secoua la tête. Il n'y a pas d'échappatoire, Lucie. C'est notre punition. Le cœur de Lucie battait la chamade alors qu'elle avançait en titubant, mais avant qu'elle ne puisse les atteindre, une nuée de créatures marines rampaient sur elle, leurs tentacules et pinces s'enfonçant dans sa peau. La sensation de leur corps gluant provoqua une vague de panique en elle. Non. Non, s'il vous plaît, hurla Lucie, se débattant contre les créatures, mais en vain. Elle était piégée. À la fin, Lucie perdit connaissance. Après des jours de voyage par route et par mer, Marie et John atteignirent enfin leur destination, une vieille cabane délabrée au bord de la rive. C'était la maison de Baba Ado, le gardien du fleuve sacré qui leur avait accordé le don de Lina des années auparavant. Épuisés par leur voyage, leurs visages portaient le poids de l'inquiétude et du désespoir, mais dès que Baba Ado ouvrit la porte, il les reconnut immédiatement. Ah, les parents de Lina, dit Baba Ado, sa voix chaleureuse mais teintée d'inquiétude. Qu'est-ce qui vous amène ici après tant d'années? Marie et John échangèrent des regards avant que Marie ne prenne la parole, sa voix brisée par l'émotion. Notre fille, sa vraie nature a été révélée. Elle a disparu maintenant, Baba Ado. Nous pensons qu'elle est retournée à la mer. Le visage du vieil homme devint sérieux. Cela devait arriver, murmura-t-il en hochant lentement la tête. Lina est retournée à ses origines. La mère l'a reprise. John s'avança, la voix empreinte de désespoir. S'il vous plaît, Baba Ado, nous vous supplions. Aidez-nous à la retrouver et à la ramener. Nous ne pouvons pas la perdre. Baba Ado soupira profondément, le poids de la requête pesant lourdement sur ses frêles épaules. Ce sera difficile. La déesse du fleuve n'apprécie pas ceux qui ne tiennent pas leurs promesses. Vous aviez été averti de protéger le secret de Lina. Des larmes emplirent les yeux de Marie. Nous avons essayé, Baba. Nous avons vraiment essayé, mais ce n'était pas de notre faute. S'il vous plaît, aidez-nous. Baba Ado fixa les parents au cœur brisé pendant un long moment avant de finalement hocher la tête. Essuyez vos larmes. Nous allons tenter quelque chose. Il leur demanda de rassembler une douzaine de chaque fruit qu'ils pouvaient trouver au marché. Sans hésitation, Marie et John partirent, rassemblant les fruits demandés par Baba Ado. À leur retour, Baba Ado les conduisit au bord du fleuve. Baba Ado se tint au bord de l'eau, les fruits disposés devant lui en tas ordonnés. Il commença à chanter, sa voix basse et rythmée, invoquant la déesse du fleuve avec des incantations louangeuses. Le vent sembla se lever, et l'eau commença à onduler de manière surnaturelle. Soudain, le fleuve s'ouvrit, et la déesse émergea des profondeurs, sa forme majestueuse et terrifiante. Ses yeux lançaient des éclairs de colère en se posant sur Marie et John. « Vous osez venir à moi maintenant ?» dit la déesse du fleuve, sa voix résonnant à travers l'eau. « Vous avez promis de protéger Lina, et pourtant vous avez permis que son secret soit exposé. » Marie tomba à genoux, des larmes coulant sur son visage. « S'il vous plaît, nous vous supplions. Ce n'était pas notre intention. Nous aimons notre fille, et nous avons tout fait pour la protéger. »
Le visage de la déesse resta froid. Votre échec a forcé Lina à retourner à son véritable foyer. Vous n'étiez pas digne du don que je vous ai fait. Baba Ado s'avança, son ton implorant. Grande déesse, ses parents ont beaucoup souffert. Ils ne cherchent qu'à se réunir avec leur fille. Je vous demande de leur montrer de la clémence. Mais la déesse du fleuve resta impassible. Non. Ils se sont montrés indignes. Lina appartient à la mer, où elle sera en sécurité. Les sanglots de Marie emplirent l'air alors qu'elle criait, « Elle me manque tellement. S'il vous plaît, laissez-nous la récupérer. » Sans un mot, la déesse du fleuve retourna dans l'eau, ne laissant que le silence derrière elle. Baba Ado se tourna vers les parents de Lina, son visage solennel. « Je crains qu'il n'y ait plus rien que nous puissions faire. » Lina, profondément sous la surface de la mer, avait tout entendu. Son cœur souffrait pour ses parents terrestres. Malgré le pouvoir qu'elle avait retrouvé en tant que sirène, l'amour qu'elle portait à sa famille humaine restait fort. Elle nagea vers la déesse du fleuve, son visage empreint de détermination. « S'il vous plaît, maman, dit doucement Lina. Ils ne méritent pas cela. Mes parents terrestres ont toujours été gentils avec moi. Ils ont fait de leur mieux pour garder mon secret. Ce n'est pas de leur faute. » La déesse du fleuve regarda sa fille, son expression s'adoucissant légèrement. « Ils t'ont laissé tomber, Lina. Comment peux-tu les défendre ? » « Ce sont de bonnes personnes, » répondit fermement Lina. « Ils ne m'ont montré que de l'amour. Ce n'est pas leur faute si mon identité a été révélée. S'il vous plaît, permettez-moi de leur revenir. Je ne veux pas qu'ils souffrent davantage. » La déesse du fleuve hésita, son regard fixé sur le visage sincère de Lina. Après un long silence, elle soupira. De retour sur la rive, Marie et John pleuraient amèrement, leurs espoirs anéantis par le rejet de la déesse. Baba Ado se tenait silencieusement à leur côté, incapable de leur offrir davantage de réconfort. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à partir, une silhouette familière émergea de l'eau. « Lina !» s'écria Marie, son cœur bondissant dans sa poitrine. Lina se tenait au bord du fleuve, sa queue scintillant avant de se transformer à nouveau en jambe. Marie et John se précipitèrent vers elle, leurs bras grands ouverts, mais avant qu'ils ne puissent l'embrasser, la déesse du fleuve apparut une fois de plus. « N'oubliez pas, humain, dit la déesse sévèrement. C'est grâce à l'amour de Lina pour vous que je lui permets de revenir. Ne la décevez pas à nouveau. » Marie et John acquiescèrent avec gratitude, leurs larmes devenant des larmes de joie. « Merci, déesse, dirent-ils à l'unisson. Nous ne la décevrons plus jamais. » Lina, ses jambes restaurées, courut dans les bras de ses parents. Ils la serrèrent fermement, leur soulagement immense. « Tu nous as tellement manqué, » murmura John, embrassant son front. Baba Ado, observant de loin, sourit en voyant la réunion de la famille. « Quel lien extraordinaire vous partagez. » Alors qu'ils se préparaient à partir, la déesse du fleuve se tourna vers Lina. « Avant que tu ne partes, que doit-on faire avec celles qui t'ont harcelé, Tina, Demilade et Lucie ?» Lina, désormais plus sage et mieux en contrôle de ses pouvoirs, fit apparaître un sablier dans les airs. Le sable à l'intérieur commença à tomber lentement. J'ai réglé un chronomètre de 20 ans. Lorsque le dernier grain de sable tombera, elles seront libres de rentrer chez elles, répondit Lina en plaçant le sablier au bord du fleuve. La déesse du fleuve hocha la tête avec approbation. Une punition juste. D'un dernier signe à la déesse marine, Lina et ses parents quittèrent la rive, le lien entre eux plus fort que jamais. De retour chez eux, Lina fit face aux questions de la police et d'un groupe de journalistes avides. « Où étiez-vous tout ce temps ?» demanda un officier. Lina sourit calmement. « Je me suis perdue dans les buissons quand tout le monde s'est enfui de l'école. J'ai erré depuis. » Un journaliste sceptique demanda directement. « Êtes-vous une sirène, Lina ? Certains de vos camarades affirment vous avoir vu vous transformer. » Lina secoua la tête. C'était une farce. Je portais un costume de sirène pour leur faire peur. Un autre journaliste se pencha en avant, tenant une bouteille d'eau. Testons cela. Puis-je ? Les parents de Lina commencèrent à protester, mais Lina les rassura. Ça va. Allez-y. Le journaliste versa de l'eau sur les jambes de Lina et même quelques gouttes sur son visage, mais rien ne se produisit.
Ses parents fixèrent la scène avec stupéfaction alors que les journalistes semblaient enfin satisfaits et partirent. Une fois seule, Marie se tourna vers sa fille. « Comment as-tu réussi à cacher la transformation ?» Lina sourit. « J'ai appris quelques astuces pendant que j'étais sous la mer, » dit-elle avec assurance. 20 ans passèrent, et au bord du fleuve, les derniers grains de sable tombèrent du sablier. Tina, Demi-Lade et Lucie furent projetées hors du fleuve sur la rive, leurs jambes vacillant sous elles. Elles rentrèrent chez elles en titubant, brisées et défaites, alors que les créatures marines qui les avaient tourmentées si longtemps les relâchaient enfin. Quant à Lina et ses parents, qui avaient depuis longtemps déménagé au Canada, ils ne revinrent jamais sur ces événements, et ils vécurent heureux pour toujours. Alors, chers auditeurs, soyez prudents et vigilants, car Lina ou quelqu'un comme elle pourrait être votre voisin, votre ami ou votre amoureux.